On va résumer très vite ce petit passage où elle parle du langage. Elle explique que les grands-parents, ses grands-parents à elle, donc les parents de son père, parlaient le patois, un patois normand, et ils en avaient honte. Elle dit Proust, lui, il rapportait des mots de patois et il les mettait dans la bouche de ses personnages, entre autres un personnage qui s'appelle Françoise, que moi je ne connaissais pas, qui était sa bonne. Il dit, mais évidemment, lui, il pouvait le faire, il pouvait l'apprécier par esthétisme, mais ça ne lui faisait pas honte parce que c'était pas sa mère qui parlait le patois. Et eux, du coup, les parents de Annie, ils ont fait l'effort d'apprendre le français et de ne plus utiliser le patois. Il y avait parfois des sketchs en patois à la kermesse, il y avait parfois des rubriques en patois dans le journal pour amuser les gens. Ça avait quelque chose d'un peu folklorique, mais son père, lui, ne le prenait pas du tout bien. Et puis, il pensait qu'en fait, dans le fond, tout le monde faisait un effort pour bien parler français. Il ne pensait pas qu'il y avait des gens qui avaient tout simplement toujours appris le français correct dès la naissance. Et quand par hasard, il y avait quelqu'un, un notable, quelqu'un de bien, de riche, qui utilisait un mot de patois, et ben lui, il le répétait le soir à sa femme et ça l'amusait parce qu'il pensait qu'il avait fait une erreur, qu'il avait utilisé ce mot-là par accident, tellement pour lui ça aurait été honteux de parler en patois. Et il n'aimait pas non plus toutes les nouvelles expressions. Par exemple, sûrement pas. Il trouvait qu'il y avait une contradiction entre sûrement et pas. Et du coup, il n'aimait pas cette expression. Alors que sa mère, elle évoluait. Elle utilisait des nouveaux mots qu'elle apprenait, des nouvelles expressions, même si des fois, elle les utilisait pas forcément tout à fait à bon escient. En tout cas, elle essayait. Et finalement, elle dit que ça a été toujours le langage une source de conflit entre elle et son père. Parce que si elle le reprenait comme l'instit l'avait repris quand elle était à l'école pour lui faire remarquer qu'il y a un mot qu'il utilisait qui n'était pas juste, comme par exemple se parterrer, très joli mot, soit dit au passage, sans vouloir me la jouer comme Proust, mais c'est vrai que c'est quand même une expression très jolie. Quand il utilisait ces expressions-là et qu'elle le reprenait en disant ça n'existe pas, son père se fâchait, il se mettait en colère et elle fondait en larmes et elle disait mais je peux pas apprendre si vous me parlez mal tout le temps. Et elle dit que finalement, le manque d'argent, elle n'en a pas vraiment souffert. Mais par contre, les disputes qu'il y avait autour du langage, ça, au contraire, ça l'a rendue très triste. Elle dit que c'était des motifs de rancœur et des chicanes, donc des disputes douloureuses. Alors, on va résumer maintenant la 8e partie du livre La place de Annie Ernaux. Dans cette partie, c'est un peu plic-ploc, plein de petits éléments de la personnalité de son père et de ce qu'il aimait. Ça commence avec des choses un petit peu rigolotes. Par exemple, c'était quelqu'un de gai. Dans son café, il aimait blaguer avec les clientes. C'était des plaisanteries un peu grivoises, mais à mots couverts. Ou alors, encore, il aimait bien admirer les femmes bien en chair. Ils allaient voir des films bêtes. Ils allaient au feu d'artifice, à la foire. Quand ils allaient à la foire, ils rentraient dans la tente pour voir la femme la plus grosse du monde. Et ils allaient jamais au musée. Ensuite, quelque chose que j'ai trouvé très touchant parce que, sans être du même milieu social ni de la même époque, c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup faire autour de moi par des gens pour lesquels j'ai beaucoup d'affection. Il admire les grands travaux, les travaux de construction immenses. Il aime bien regarder les machines, voir un petit peu comment ils vont faire tout ça. Il aimait aussi regarder la campagne ou écouter l'orchestre du cirque. Mais elle dit que tout ça, toutes ces émotions, c'était quelque chose dont on ne parlait pas. Et quand elle est rentrée dans le milieu de la bourgeoisie, où d'un coup on lui demandait quels étaient ses goûts, qu'est-ce qu'elle aimait, est-ce qu'elle préférait par exemple le jazz ou la musique classique, elle a compris qu'elle était passée dans un autre monde, parce que dans son monde à elle, de quand elle était enfant, ce qu'on aime, on n'en parle pas, on ne parle pas de ses goûts. On profite éventuellement du moment, mais c'est pas des choses qui sont valorisées culturellement. Elle raconte aussi qu'ils sont partis 3 jours dans la famille au bord de la mer et ils passaient tous les après-midi à table. Ils ont tué un poulet, elle a trouvé ça un petit peu dégoûtant. Elle nous explique un peu quels étaient les loisirs de son père et ce qu'il aimait. Ensuite, elle dit qu'il a fait plein de projets, des élevages de poules, des élevages de lapins, des constructions de dépendances. Il a construit un garage. Il a changé 3 fois la place des cabinets qui étaient dans la cour et du poulailler. Il aimait faire du bricolage et des petits travaux. Une autre chose qui était très importante pour lui, c'était le jardin. Parce qu'avoir un jardin bien tenu, c'était avoir une bonne réputation. Et si par exemple une année il ratait ses poireaux, eh ben, il était vraiment très désespéré, très triste, très déprimé d'avoir raté ses poireaux. Il dit même qu'il y a des gens qui étaient des ivrognes notoires, donc qui étaient mal vus, réputés pour être des gens pas bien, qui récupéraient leur réputation, qui se réhabilitaient un peu parce qu'ils avaient un jardin magnifique dont ils s'occupaient entre deux cuites.
Elle parle aussi de l'alimentation de son père, qui mangeait avec son opinel, qu'il essuyait sur son bleu de travail, qui mangeait de la soupe au petit déjeuner, mais avec le temps, il a appris qu'il était obligé de passer au café, et ça lui a paru être une délicatesse féminine de boire du café le matin. Et le soir, il mangeait, pareil, des pommes de terre, des choses comme ça, et jamais de mayonnaise, jamais de sauce, ni de gâteau, tout ça, ça le dégoûtait. Il dormait avec une chemise et un tricot de corps, et elle ne voyait son père se déshabiller que quand, par exemple, il se rasait, il ouvrait quelques boutons de sa chemise, et elle voyait qu'en dessous de ses vêtements, il avait la peau encore très blanche, parce qu'il s'exposait jamais au soleil, il était toujours habillé. Elle dit encore, par exemple, que dans la cour, l'hiver, il crachait et il éternuait avec plaisir. Et elle dit, toutes ces descriptions, j'aurais pu les faire en classe, en rédaction, si ça n'avait pas été interdit. Parce que les bonnes manières, d'ailleurs nous-mêmes, on se dit, ça se fait pas de cracher devant tout le monde, ni de se moucher ou d'éternuer en faisant beaucoup de bruit. Elle dit qu'une fois, il y a une fille dans la classe qui a éternué si fort qu'elle a fait envoler son cahier et elle s'est fait disputer par la maîtresse. Parce qu'on apprend aux enfants, on apprend à l'école et un peu partout à ne pas faire des bruits un peu dégoûtants pour pas dégoûter les autres. Mais peut-être que c'est une question d'habitude, peut-être que si on avait toujours vu et entendu tout le monde éternuer et cracher par terre, on ne serait pas choqué, je ne sais pas. Elle dit ensuite que dans leur ville, il fallait pas faire paysan. Faire paysan, ça veut dire avoir d'être quelqu'un qui n'est pas civilisé, qui n'y connaît rien. Et par exemple, il raconte qu'il y a un paysan qui était venu rendre visite à son fils en ville et qui s'était installé devant la machine à laver et qui avait dit « Oh, cette télé, elle n'est pas au point en regardant le hublot ». Et elle dit en même temps, les gros cultivateurs qui gagnaient beaucoup d'argent et qui venaient au marché avec des voitures luxueuses, eux, personne ne les traitait de paysans parce que dans le fond, le problème d'être un paysan, c'était pas vraiment de l'être en réalité, c'était d'avoir l'air d'en être un sans l'être en vérité. Elle dit aussi que son père et sa mère, ils se parlaient toujours avec, si c'est pas le patois, en tout cas, des mots qui semblaient être des insultes, même quand ils se disaient des choses gentilles l'un à l'autre. Par exemple, si sa mère s'inquiétait pour son père et qu'elle lui disait qu'il devait faire attention pour le froid, elle lui disait « Mets ton cache-nez pour dehors » avec un point d'exclamation comme si c'était une dispute. Et si lui s'inquiétait que sa femme soit fatiguée et qu'il voulait qu'elle se repose, il lui disait « Reste donc assise un peu ». Et ils se disaient pas les choses gentiment, même quand ils avaient le souci l'un de l'autre. Et quand ils se disputaient, ce qui arrivait souvent, ils se disaient des gros mots comme par exemple zéro, cinglé, triste individu, vieille garce, etc. Et elle termine en disant sans importance. En fait, ils envoyaient des mots d'oiseaux, mais ils en gardaient pas rancune. Elle dit finalement que toute son enfance, elle a entendu parler comme ça dans la maison. À l'extérieur, son père essayait de se tenir et d'utiliser un autre langage, mais par exemple, s'il voulait disputer sa fille parce qu'elle montait sur un tas de cailloux, il reprenait l'accent un petit peu de la maison, cet accent qui est à moitié patois, à moitié un peu populaire. Et elle dit de toute façon, s'il m'avait disputé avec un accent bourgeois, elle dit j'aurais même pas eu peur, et même s'il m'avait dit qu'il allait me mettre une claque avec un accent bourgeois, j'aurais pas du tout pris la menace au sérieux. Elle dit que la politesse entre parents et enfants, ça lui a toujours paru bizarre. Et pendant longtemps, quand elle allait dans des milieux plus bourgeois et qu'on mettait autant de gentillesse dans un simple bonjour, elle était gênée. Elle se disait, mais je mérite pas qu'on soit si gentil avec moi. Et elle croyait que c'était une attention particulière qu'on avait pour elle. Elle comprenait pas que les gens puissent simplement se parler poliment et gentiment sans forcément avoir un élan d'amour démesuré. Et avec le temps, elle a compris que finalement, pour ces gens-là, être poli, avoir un sourire, etc., ça n'avait pas plus de sens que de manger la bouche fermée ou alors de se moucher discrètement. Et ensuite, elle parle encore un petit court paragraphe de son écriture. Et elle dit que tous ces détails, elle les avait refoulés, elle avait choisi de les oublier. Et parce qu'elle disait, oh, c'est insignifiant, c'est pas grave. Et finalement, ils sont restés enregistrés, elle dit, dans une mémoire humiliée. Humiliée pourquoi ? Parce qu'elle a le sentiment que c'est pas des choses dont on puisse être fier. Elle disait c'est pas des choses qu'on peut mettre dans une rédaction. Elle dit qu'elle s'est pliée au désir du monde où elle vit et que du coup elle a été obligée de se forcer à oublier les souvenirs du monde de son enfance comme si c'était le monde d'en bas, comme si c'était quelque chose de mauvais goût. Voilà, fin du résumé de cette partie et on poursuivra bientôt la lecture. On va résumer la partie 10 du livre La place de Annie Ernaux. Comme le reste du livre, c'est une juxtaposition de plein de petites descriptions. Elle commence par raconter le rapport de son père avec son école à elle. Elle dit que quand elle faisait les devoirs dans la cuisine,
Il aimait bien venir feuilleter ses livres, lui dire de lui poser une colle ou même lui demander de lui faire une dictée parce qu'il voulait prouver à sa fille qu'il avait une bonne orthographe. Mais il avait quand même un rapport à l'école qui était assez compliqué. Il voyait ça, elle dit, c'est comme l'île qui flotte au-dessus d'Anguilliver, au-dessus des gens. Il invoquait la maîtresse, par exemple, pour dire eh ben dis donc, c'est du beau si ta maîtresse voyait ça. Parce que pour lui, c'est une sorte d'autorité distante comme ça. Mais par exemple, il allait jamais à la fête de l'école. Il disait que lui, il fait pas tout ça. Et elle dit, des fois, il lui disait sur un ton sérieux et presque tragique, écoute bien à ton école. Et elle dit que derrière ça, il y avait le rêve qu'il réussisse, que sa fille réussisse mieux que lui. Et elle dit même d'ailleurs que ce rêve, il a peut-être remplacé son rêve à lui. Et son rêve à lui, c'était d'ouvrir un beau café dans le centre-ville avec une clientèle chic et tout ça. Mais elle dit qu'il y a renoncé peut-être parce qu'il avait peur de l'échec ou alors que c'était encore se lancer dans un nouveau défi, que c'était peut-être quelque chose de trop difficile pour lui. Après, elle raconte un peu leur rapport avec les clients. Elle dit que donc c'est un petit commerçant qui a une petite supérette. Dans la grande ville, ils ont ouvert les grandes supermarchés, donc ça n'a rien à voir avec son petit truc à lui. Et dans ces grandes surfaces, il y a à peu près tout le monde qui y va, sauf quelques personnes qui sont souvent les plus pauvres ou les plus mal à l'aise dans les grands magasins et qui continuent à venir chez eux. Et du coup, ils partagent le monde en deux. Elle dit le monde des commerçants, c'est un monde partagé en deux. Entre les bons et les méchants, les bons, c'est ceux qui vont chez eux, les méchants, c'est ceux qui vont dans les grands commerces. Et elle dit, il y avait beaucoup de méchants. Il y avait aussi les politiciens qui, d'après son père, ne défendaient que les gros. Même parmi les gentils, ceux qui allaient chez eux faire les courses, il y en a qui étaient quand même pas bien vus parce qu'ils ne prenaient pas toutes les courses, ils venaient juste les déranger, par exemple, pour un litre d'huile. Et même dans les bons qui prenaient toutes les courses chez eux, il y avait encore toujours une espèce de petite animosité avec le risque qu'ils soient infidèles, qu'ils partent chez quelqu'un d'autre, ou alors le côté un peu fâché parce qu'ils n'avaient pas assez de marge et que du coup ils trouvaient que les clients, même si on leur donnait la marchandise, ils se plaignaient toujours que c'était trop cher. Mais elle dit quand même que globalement son père n'était pas malheureux. Il aimait bien être au café, il faisait chaud, il avait ses habitués à qui il faisait toujours les mêmes blagues, par exemple à deux mains et l'autre qui répondait à deux pieds. Il aimait pas trop quand il devait remplacer sa femme du côté de l'épicerie, mais à part ça, il avait quand même une vie qui lui convenait et en été, il fermait une journée pour aller faire un pèlerinage à Lisieux et donc ils allaient visiter le Carmel, après ils allaient aussi, je sais plus où, peut-être pas au Touquet, mais quelque chose comme ça, ils mettaient les pieds dans l'eau, mais ils ont arrêté de faire ces choses-là quand ça n'a plus été à la mode. Ça, c'est un peu bizarre hein, de se dire que même ces vacances doivent être à la mode. Elle a une phrase qui explique un petit peu, je trouve, sa pensée, parce qu'on se demande pourquoi elle nous raconte toutes ces petites choses. Et elle dit finalement, c'est toutes ces choses qui font dire au monde qui dirige, qui domine et qui écrit dans les journaux, ces gens-là sont tout de même heureux. Et elle écrit sans aucune effusion de sentiments. Hein. On ne voit jamais si elle les aime ou si elle les aime pas. Ses parents, on peut aller jusqu'au bout du livre. On ne saura jamais vraiment si elle les aime. À un moment, dans cette partie, elle dit il y a quand même une tendresse pour eux. Mais bon, est-ce qu'une tendresse, c'est de l'amour? Une tendresse, c'est quand même le degré 1 de l'amour. Elle écrit tout ça comme si elle était une sociologue, comme si elle étudiait son père. Ça donne un rendu un petit peu bizarre, ça met presque mal à l'aise. Mais finalement, quand on la lit, moi j'ai le sentiment de me dire que ce qu'on étudie, ce qu'on apprend, c'est pas que son père, c'est aussi comment elle a forgé son caractère à elle. Elle ne parle pas d'elle, jamais, elle ne dit jamais des choses personnelles, il n'y a pas d'introspection, contrairement à ce qu'on imagine, mais on voit déjà une loyauté à son milieu d'origine, parce qu'elle a envie de parler d'eux, et elle dit c'était pas juste au final qu'on n'ait pas le droit d'être fier de ce qu'on était. Voilà, c'est vraiment ça qui paraît être une injustice, c'est que tout ce qu'ils étaient, leur façon de parler, leur façon de vivre au quotidien, les petits gestes, les façons de manger, tout était mal vu, tout avait quelque chose de pauvres petits gens. Alors qu'elle, elle les a quittés pour aller dans un espèce de monde bourgeois. Et moi, j'ai le sentiment un petit peu que ce livre, c'est une façon de réhabiliter son monde. Elle le dit à un moment dans le livre. Et ça, si c'est pas de l'amour, en tout cas, c'est une forme de loyauté. C'est une forme de gratitude. Elle n'est pas ingrate par rapport à ce monde qu'il a fait vivre, qu'il a fait naître et qu'il a élevé. C'est comme un petit peu si elle leur rendait justice, mais plutôt qu'elle leur rendait vérité, en disant, voilà, ils étaient comme ça. Et j'ai pas envie d'en avoir honte, c'est là où je suis née, c'est comme ça que c'était.
Et c'est d'ailleurs le sujet de la fin de cette partie 10, où elle raconte qu'elle entre dans le monde petit bourgeois, il faut pas avoir l'air cucu, et elle, qu'est-ce qu'elle aime bien dans la vie? Elle aime bien des choses dont elle peut même pas parler, par exemple une poupée en porcelaine qu'on lui a offerte parce que son père l'a achetée ou gagnée, j'en sais rien, à la foire, je pense, et elle est pleine de paillettes et elle étale sa robe sur son lit. Et bien évidemment, ce genre de choses, avec des jeunes de 16 ans qui aiment le jazz, c'est pas vraiment une chose dont elle puisse être fière. Bien qu'il n'y ait pas de honte non plus à aimer les poupées qui brillent, hein. Et elle se détache elle-même. Elle est bienvenue dans ce genre de milieu. Elle dit qu'elle est invitée dans les fêtes et elle lit de la littérature. Elle recopie les phrases qui, d'après elle, reflètent son âme. Et à côté de ça, de son père, à côté d'elle, il y a son père qui, par exemple, n'aime pas qu'on utilise le mot prof ou le mot dirlo parce que c'est pas des jolis mots. Lui, il a déjà eu du mal à se détacher de son langage de patois qui faisait paysan. Pour apprendre le bon français, c'est pas pour que sa fille qui fait des études se mette à utiliser des mots d'argot. Elle dit à un moment, il avait toujours peur, ou peut-être qu'il en avait le désir, et ça elle l'a écrit en lettres avec une écriture différente, que je n'y arrive pas. Il aimait pas voir sa fille à longueur de journée en train d'étudier, quand elle dormait trop tard parce qu'elle étudiait ou qu'il y avait de la lumière dans sa chambre, il disait qu'elle s'usait la santé, et quand elle était de mauvaise humeur, qu'elle boudait en famille, il pensait que c'était à cause de ses études qu'il avait épuisé. Et puis il était un peu gêné par rapport aux autres que sa fille fasse des études parce qu'elle avait 17 ans et qu'à 17 ans, les autres filles de son milieu social, elles travaillaient déjà, que ce soit à l'usine, dans les bureaux ou alors qu'elles aident leurs parents derrière le comptoir. Et du coup, son père se justifiait un peu, presque il s'excusait en disant aux autres « Je ne sais pas pourquoi ma fille aime tellement les études, elle a ça en elle, c'est pas nous qui l'avons poussée. » Et pour lui, ce qu'elle apprend à l'école n'a rien à voir avec la vie ordinaire. Il ne voit pas le lien entre tout ça. Par exemple, elle fait des cours sur l'hygiène. Elle lui dit, oui, il faudrait laver la salade un peu mieux parce que des fois, il reste des limaces. Et ça le fâche. Pour lui, c'est n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec la vie de tous les jours. L'école n'a pas à se mêler de ça. Ou à un autre moment, il y a un autostoppeur qui vient dans leur petite boutique où ils vendent de l'alimentation, là, et il parle anglais. Alors du coup, elle lui répond en anglais. Et son père, il est scotché qu'elle puisse avoir appris une langue à l'école sans être allée dans le pays. Il n'arrive pas à se dire que ce qu'elle apprend à l'école est quelque chose qui fait partie de la vie. Pour lui, l'école, c'est à part. C'est une période qui est un peu tendue avec son père, il fait des colères pour rien, et avec sa mère, ça se passe beaucoup mieux parce qu'elle essaye de connaître un peu son monde. Sa mère, elle essaye des fois d'utiliser des mots de sa fille, par exemple, c'est un crack. Elles vont faire des courses à deux, elles achètent des trucs de filles, elles vont manger un petit gâteau de temps en temps, alors que son père ne partage pas tous ces moments avec elle. À un moment, il lui dit « Les livres, la musique, c'est bon pour toi, moi, j'ai pas besoin de ça pour vivre. » Bon, après, il reste quand même une complicité entre eux. Par exemple, quand elle rentre de l'école et qu'elle dit « J'ai faim », son père lui dit « Bah, serre-toi », ils habitent dans une supérette, « Serre-toi, prends ce que tu veux », et il est quand même encore fier de pouvoir la nourrir. Finalement, son père réalise son rêve de ravaler la façade de son épicerie, il met enfin un beau crépi bien blanc. Alors que les autres, elle dit ceux qui ont de la vue, ceux qui voient un petit peu le futur, qui sont un petit peu visionnaires, eux font ressortir les façades en colombage, les jolis trucs un peu d'époque, alors que lui, il met un gros crépi dessus, bien propre, bien net, et il en est fier. Un jour, ils viennent la chercher après une colonie de vacances. Elle a passé 2 mois loin d'eux où elle était monitrice. Et quand ils arrivent, ils se disputent sur la route parce qu'ils ne sont pas d'accord. En marchant, son père, il a le soleil dans les yeux, les oreilles rouges. Sa mère parle fort. Elle se rend compte qu'il y a un fossé qui s'est creusé entre eux. À 59 ans, il diagnostique des polypes sur l'estomac de son père, donc il commence à être très malade. Il reste pas longtemps à l'hôpital parce qu'à l'époque, les commerçants n'ont pas de sécurité sociale, donc il a la culpabilité de dépenser beaucoup d'argent quand il se fait soigner. Il récupère doucement à la maison, mais il trouve qu'il a un peu perdu son statut d'homme. Il dit « je ne sers plus à rien ». Il dit ça à sa femme et elle dit, elle, de son point de vue, que ça avait peut-être un double sens. Et maintenant, elle voit sa mère courir partout, de la cave à la cour, avec les sacs de patates, avec les caisses de limonade. Et lui, il est très gêné de ne plus pouvoir faire ce travail-là qui revient du coup à sa femme. Mais encore une fois, son père va s'habituer. C'est des gens qui sont quand même très résilients. Ils ont passé plein de trucs, hein, la misère, la guerre. Ils ont quand même réussi à maintenir leur commerce à flot. Et son père, malgré la maladie, même s'il ne le vit pas très bien, il s'habitue et il finit à faire sa petite vie. Il mange des demi-tranches de jambon pour pas avoir trop mal au ventre. Il fait des promenades le long de la Seine. Enfin bon, sa vie n'est pas malheureuse. Elle ne dit pas que ce sont des gens malheureux. Par contre, c'est des gens qui ont peur d'être ruinés tout le temps. Ils ont un rapport à l'argent qui est compliqué.
Et pour finir, elle part, donc d'abord elle étudie dans une école pour devenir institutrice, une école tout frais payé, avec même un homme à tout faire qui lui répare ses chaussures quand elles sont cassées, les repas sont payés, etc. Donc son père est très content de voir que l'État s'occupe aussi bien des futurs instituteurs. Mais elle, au bout de 6 mois, elle va partir de là-bas parce qu'elle ne supporte pas le manque de liberté. Ça, son père, ça le scotche parce que lui, il trouve qu'elle a quand même beaucoup de confort et que elle a un avenir assuré, donc il comprend pas trop ça. Elle part vivre à Londres. Elle entretient avec ses parents une correspondance, donc écrite forcément, dans laquelle elle dit les choses courantes de la vie. Ses parents, c'est sa mère qui écrit, donnent aussi des informations très plates. Par exemple, Madame X est morte, on a été rendre visite à nos amis tel jour, etc. Elle dit, il n'y a pas d'humour, il n'y a pas d'ironie, c'est des textes très simples et elle répond sur le même modèle, au même niveau, pour pas les mettre mal à l'aise, parce que sa mère écrit de façon très scolaire. Elle n'aurait pas été assez à l'aise pour faire des lettres qui ont du style, par exemple à sa fille, et si elle avait répondu à sa mère en écrivant des lettres qui ont du style ou de l'humour, elle aurait pensé qu'elle se moque ou alors ça aurait mis de la distance entre eux. Et à la fin de cette partie, elle revient à Rouen, donc chez ses parents, et elle trouve qu'ils sont pareils. Ils se houspillent toujours un petit peu, c'est-à-dire qu'ils s'envoient des remarques, mais de façon gentillette, moins violente qu'avant. Ils s'adaptent pour continuer à vivre, mais ils ne font aucune nouveauté qui aurait pu permettre au commerce de prospérer vraiment. Ils se contentent d'assurer le minimum, ils savent pas faire plus que ça, ils sont à leur maximum en fait. Ce qui est le minimum pour survivre, c'est déjà le maximum de ce que eux peuvent faire et inventer comme innovation. Voilà, c'est la fin du résumé de cette partie 10. On va résumer la dernière partie du livre La place de Annie Ernaux. Dans cette fin de livre, Annie Ernaux nous raconte un peu comment elle est devenue adulte et comment elle s'est détachée de son père. Donc elle fait un petit peu des hautes études quand même, elle apprend la littérature, elle est en lettres modernes, et elle reprend souvent son père sur ses manières, de faire trop de bruit quand il mange, des choses comme ça. Et lui, de son côté, son père, il se met souvent en colère, et elle dit que sa façon de ne pas savoir discuter, parce que lui, il n'a pas cette habitude de savoir exposer son point de vue, tout ça, ça lui donnait l'impression que son père avait toujours tort. Un jour, son père lui dit: les livres, la musique, c'est bon pour toi, et moi, je n'ai pas besoin de ça pour vivre. On voit qu'il y a un fossé culturel qui se creuse entre elle et son père, parce que pour elle, toutes ces choses-là sont très importantes, alors que son père essaye de lui expliquer que pour lui, de son point de vue, il n'a pas besoin de ça. Il partage encore des choses, par exemple, quand elle rentre à la maison et qu'elle dit j'ai faim, il lui dit bah, c'est une bonne maladie, va prendre ce que tu veux dans l'épicerie, vu qu'il tient une petite boutique d'alimentation. D'ailleurs, son débit d'alimentation, il évolue. Il y a maintenant des supermarchés, donc il y a très peu de gens qui vont acheter leurs courses chez l'épicier du coin. Et son père se résigne à l'idée de se dire que le magasin disparaîtra avec lui, qu'il ne trouvera pas de preneur, c'est pas quelque chose qui va de l'avant. Et le petit café où il y avait des buveurs avant, on se rappelle, hein, les petits vieux de la maison de retraite qui venaient se prendre une cuite et qui couchaient dans la cour avant d'avoir dessoulé pour les rendre aux bonnes sœurs. Maintenant, tout ça, ça n'existe plus. C'est un petit peu plus classe et les gens viennent plutôt prendre un verre en famille ou après le travail. Ils ne viennent plus pour se saouler. Ça donne l'impression que c'est devenu un établissement un peu plus convenable. Un été, elle part pendant 2 mois pour aller travailler dans une colonie de vacances et quand elle revient, ses parents viennent la chercher à la sortie du train ou du car, je ne sais pas, et elle les voit arriver de loin, ils se chamaillent sur quelle route ils vont prendre pour rentrer. Son père marche avec le dos voûté et les yeux baissés parce qu'il a le soleil dans les yeux et elle a l'impression que son père est devenu vieux et crispé. Et puis petit à petit, son père va tomber malade. D'abord, il a un petit peu mal au ventre et il repousse le moment où il va enfin consulter un médecin et il va aller à l'hôpital, ils vont lui trouver des polypes. À cette époque, les commerçants n'ont pas de sécurité sociale. Alors du coup, pour ne pas que ça coûte cher à la famille, parce qu'ils culpabilisent de devoir se faire soigner, il y va le moins possible. Il a une opération, il reste très peu à la clinique et il rentre se remettre un petit peu de tout ça à la maison. Et ça va lui donner vraiment ce qu'on appelle un coup de vieux parce qu'il n'a plus le droit de soulever les caisses, des choses comme ça. Et c'est sa femme qui va s'en occuper, donc la mère de Annie Ernaux, qui va ranger les livraisons, faire tout ce qui est nécessaire dans le magasin. Elle dit qu'à cette époque-là, il a un petit peu perdu sa fierté.
Et il va apprendre à vivre différemment. Elle dit s'habituer encore. Il essaye par exemple de, travailler un peu moins, de manger des choses qui soient bonnes pour sa santé. Il est très difficile pour manger, et on avait déjà vu dans les chapitres précédents que, il n'aimait pas les yaourts, il aime que des choses très traditionnelles. Et finalement, c'est comme ça que, ses parents, poursuivent leur petite vie. Elle, de son côté, elle continue à étudier. Elle rentre à l'école normale à Rouen, donc pour apprendre à devenir maîtresse. Et là-bas, ils sont complètement pris en charge. Il y a même quelqu'un qui lui répare ses chaussures, ils sont nourris, etc. Et son père trouve ça très bien. Il trouve que c'est une très bonne école pour sa fille. Mais elle, ça ne lui convient pas. Elle a besoin de plus de liberté. Donc, elle va aller à Rouen où elle va faire une licence de lettres. Quand elle rentre chez ses parents, elle trouve qu'ils sont toujours les mêmes, qu'ils se chamaillent un peu pour des petites choses, mais ils sont moins virulents qu'avant, ils ont vieilli. Elle dit que son père, de son point de vue à elle, il n'était ni inquiet ni particulièrement content. Il comprenait pas trop cette vie avec sa fille qui passait sa vie sur les bancs de l'école. À 21 ans, les autres filles de son entourage, elles travaillaient déjà dans les magasins avec leurs parents ou à l'usine. Elle raconte ensuite que, une fois pendant les vacances d'été, elle a invité, 1 ou 2 copines de la fac, qui étaient des filles qu'elle considérait sans préjugés et elle leur disait: «Chez nous, c'est très simple». Et quand ces filles venaient chez lui, son père faisait tout pour très bien les recevoir. Il donnait, elle dit, un caractère de fête à ses visites. Et du coup, ça faisait une différence avec les milieux bourgeois. Parce que lui, en se donnant toute cette peine, elle dit que ça faisait ressortir une sorte d'infériorité qui soit si content de recevoir ces jeunes filles. Et enfin, elle va raconter comment elle a présenté son copain, qui allait devenir son mari, à ses parents. C'est un passage qui est vraiment très touchant. Elle raconte qu'elle est arrivée avec ce jeune homme qui était bien élevé et pour eux, c'était déjà quelque chose d'être quelqu'un de bien élevé. C'était pour eux la garantie que ce serait quelqu'un de bien. Et elle dit si ça avait été quelqu'un de leur milieu, ils l'auraient surveillé, suspecté, demandé s'il buvait pas, s'il était sérieux. Mais lui, qui était un garçon si bien élevé, ils ne lui ont rien demandé. Son père s'est fait beau, il a mis des beaux habits et il lui a fait visiter tout ce qu'il avait construit de ses mains, donc le garage, la remise, etc., en espérant montrer sa valeur à son futur gendre. Et c'est un peu surprenant parce que du coup le rôle est inversé, c'est le beau-père qui essaye de montrer qu'il est quelqu'un de bien. Et du coup, ses parents, quand ils vont s'installer en ménage tous les deux, ils vont donner tout ce qu'ils peuvent, ils vont être très généreux en essayant de faire tout ce qu'ils peuvent pour les aider financièrement. Et ils disent comme excuse: «Oh, nous on est vieux, on n'a plus besoin de grand-chose». Et parfois dans les critiques, on dit que Annie Ernaux, dans sa façon d'écrire, il n'y a pas d'amour. Et c'est un petit peu ce que moi j'ai dit au début du livre et c'est ce que je ressentais. Mais finalement, en lisant entre les lignes, on voit qu'il y a beaucoup d'affection entre elle et son père et qu'elle a une forme de reconnaissance pour tout ce mal qui s'est donné à essayer d'obtenir peut-être, je ne sais pas si c'est l'amour, mais au moins l'approbation de sa fille. Mais elle fait le choix de ne pas écrire tout ce qui est lié au sentiment. Elle termine ce passage en racontant le jour de son mariage avec une photo qu'elle a retrouvée de son père dans laquelle elle était persuadée à ce moment-là que son père s'ennuyait au mariage, mais en même temps il avait quelque chose de satisfait parce qu'il trouvait que marier sa fille c'était quand même la preuve que finalement c'était quand même pas une déséquilibrée. Ensuite, donc, le jeune ménage part s'installer dans les Alpes, donc ils sont très loin de sa région d'origine. Et elle part du principe que son mari ne peut pas se plaire auprès de ses parents qui sont des braves gens, lui qui est sans arrêt en train d'être ironique, de faire de l'humour. Elle dit par exemple si quelqu'un casse un verre chez lui, tout le monde crie «N'y touchez pas, il est brisé» et c'est des vers de Sully Prudhomme. Alors moi je ne connais pas ce poème, je connais même pas l'auteur, mais visiblement tout le monde dans la famille de ce jeune homme le connaît. Et du coup, Annie Ernaux aussi, et elle a honte, enfin pas honte, mais en tout cas, elle considère que ses parents ne sont pas de ce monde-là parce qu'ils ne connaissent pas ce genre de poésie. Ensuite, elle raconte que régulièrement, elle allait chez ses parents avec leur enfant. Elle dit jamais son prénom, elle dit pas non plus le nom de son mari, elle ne dit pas le nom des villes dans lesquelles elle a habité, elle dit Y, mais on ne sait pas Y quoi. La ville d'à côté, pareil, elle est désignée par une initiale. Ça fait un peu bizarre qu'elle ne donne pas le prénom de l'enfant parce que du coup elle l'appelle l'enfant partout et ça donne encore une fois le sentiment qu'elle n'a pas vraiment de cœur, qu'elle n'a pas vraiment d'attachement. L'enfant, on se demande même si c'est bien le sien. À aucun moment, jusqu'à la fin du livre, elle va parler de sentiments par rapport à son enfant.
Alors après, je ne sais pas, est-ce qu'on peut en déduire qu'elle n'en a pas de sentiments ou alors qu'elle fait le choix de ne pas les montrer et en même temps, qu'est-ce que c'est que des sentiments qu'on ne montre pas? À chacun d'interpréter à sa façon. Alors elle raconte maintenant que ses parents ont enfin la sécurité sociale, que quand son père achète des médicaments, il colle les vignettes. Ça, c'est quelque chose qui n'existe plus, mais avant, quand on achetait des médicaments, il y avait des vignettes sur les médicaments qu'on collait sur des feuilles de soins et qu'on renvoyait à la mutuelle ou à la sécurité sociale. Moi aussi, j'ai vu faire ça quand j'étais enfant. Et donc, elle raconte un été où elle est chez ses parents, sa maman vient la chercher avec un foulard attaché dans ses cheveux parce qu'elle ne teint plus ses cheveux. C'est elle qui porte la valise, qui donne la main à l'enfant. Son père est très fier de recevoir ce petit bonhomme. Il lui fait voir les lapins dans le jardin, il lui fait choisir des bonbons dans l'épicerie. Ils ont installé un petit lit à côté du sien dans sa chambre d'enfant. Elle est venue sans son mari. Et le livre va toucher à sa fin parce que la boucle va se boucler. On va arriver au jour du décès de son père. Il est de plus en plus malade et donc sa mère appelle le docteur qui dit il faut le faire hospitaliser. Mais là c'est le drame, son père ne veut pas y aller. Donc il dit bon on en reparlera ce soir. Et le soir son père est un peu mieux. Du coup le docteur dit bon on va le laisser un petit peu à la maison mais il fait comprendre à sa mère quand même que il vit ses derniers moments. Au café, tout le monde se pose des questions, tout le monde raconte comment lui il se sent par rapport à la chaleur, parce que c'est un jour d'été qui est très chaud, il fait 40 degrés, les gens commentent ce qu'ils ont mangé, etc. Sa mère garde toujours le café et l'épicerie ouverte, hein, même si son mari est en train de mourir, quoi qu'il en soit, on a vu, hein, ils ont traversé tout le livre, ils ont parfois vécu des choses difficiles, quoi qu'il arrive, l'épicerie reste toujours ouverte. Et entre deux coups de sonnette, sa mère va voir son père et si quelqu'un entre, elle dit comme quand elle était enfant, elle appelle sa mère pour venir servir en disant il y a quelqu'un à l'épicerie. Après, elle décrit assez longuement les derniers moments de son père parce qu'elle est là, elle raconte par exemple une fois où il tend son bras et son bras tremble parce qu'il veut essayer de poser son verre d'eau sur la chaise et elle reste comme ça à le regarder parce qu'au début elle ne comprend pas ce qu'il veut faire. Et puis, il a des petits moments où il est un peu mieux, il parle de tissu pour recoudre le matelas, de choses comme ça. Et un jour, sa mère descend et elle dit tout doucement, c'est fini. Là, on comprend que son père est mort. Le livre se termine, hein, c'était le tout début du livre, c'était le récit du décès de son père. Et la fin se termine aussi sur ce passage. Elle dit que maintenant, sa mère a vendu le commerce, il n'existe plus. Elle a acheté un studio à proximité du centre-ville. Elle a fait un monument en marbre pour son mari, sur lequel il y a écrit 1899-1967. Donc le père de Annie Ernaux est décédé en 67, il avait 68 ans. Elle dit une phrase que je vais lire, elle dit « J'ai fini de mettre au jour l'héritage que j'ai dû déposer au seuil du monde bourgeois et cultiver quand j'y suis entrée. » Cette phrase, elle est... moi, je la trouve assez triste, même si elle essaye de la rendre tout à fait neutre, parce que c'est comme si elle avait dû se dépouiller de toute son identité, de tout ce qu'elle avait été, de tout ce qu'elle avait reçu de ses parents pour pouvoir rentrer dans le monde bourgeois. On a envie de dire, elle exagère quand même un petit peu. Elle est ce qu'on appelle, maintenant il y a un terme qui est les transfuges, les gens qui changent de classe sociale. Mais elle est un petit peu radicale, Annie Ernaux. C'est vraiment tout ou rien. Parce qu'elle pouvait aussi garder son attachement à ses parents. Elle aurait pu demander à son mari de venir, même si c'était des braves gens et qui ne comprenaient pas son ironie ou ses références au poème. Elle est quand même pas la seule à passer d'une classe sociale à l'autre. Et je crois que tout le monde ne tourne pas le dos aussi radicalement qu'elle pour passer d'un monde à l'autre. Après, peut-être que elle, c'était la seule solution que elle a trouvée pour s'en sortir là-dedans. Elle raconte encore un petit souvenir de la première fois où elle est allée à la bibliothèque avec son père, où elle s'est pas vraiment sentie très bien accueillie parce que quand elle est arrivée, il y avait devant elle un bureau avec les bibliothécaires qui lui ont demandé quel livre vous voulez. Eux, ils ne connaissaient aucun titre, donc c'est les bibliothécaires qui ont choisi des livres pour eux. Et ils n'y sont plus jamais retournés. Elle suppose que c'est sa mère qui a dû rendre les livres, peut-être avec du retard. Elle dit que pour son père, ça a peut-être été sa plus grande fierté ou même la justification de son existence, c'est que sa fille appartienne au monde qu'il avait dédaigné. Elle a beaucoup de rancœur quand même, je trouve, Annie Ernaux dans ce livre. C'est pas un livre optimiste et ça nous laisse deviner que c'est pas forcément une personnalité très optimiste. Et en même temps, tout l'intérêt de ce livre, c'est qu'on voit les racines de tout ça, on voit dans quel état d'esprit elle a grandi.
Et elle termine par une petite anecdote. Elle va faire les courses et la caissière a été une élève de sa classe. Elle la reconnaît vaguement. Elle lui dit: «Bah alors vous allez bien, vous vous plaisez ici?» Et la caissière finit par dire: «Oui, le CET, ça n'a pas marché». Et en fait, elle se dit que cette petite jeune fille qui travaille à la caisse, elle s'en rappelle pas, elle se rappelle pas, enfin, elle s'en rappelle vaguement, mais elle se rappelle pas de son orientation professionnelle et tout ça. Et cette petite jeune fille qui travaille là-bas, elle a déjà des automatismes et elle appartient au monde que Annie Ernaux a quitté. Et ça donne un petit peu l'impression que, bon, elle l'a oublié, ça peut arriver, mais ça donne aussi l'impression qu'elle ne lui accorde presque aucun intérêt. Ça fait bizarre comme conclusion. C'est comme si elle concluait que elle-même, elle était devenue ce monde bourgeois qui avait tellement snobé son père et que ce monde continue, le monde des braves gens, comme elle le dit, continue à exister, qui est incarné par cette caissière qui tape très vite à la machine sans regarder ses mains et qui n'arrive pas à étudier. Et Annie passe à côté d'elle en lui accordant très peu d'attention. Le livre se termine comme ça, c'est bizarre, hein, ça donne un petit peu le sentiment qu'elle est déchirée, cet écrivain, entre ces deux mondes. Mais moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est pas le fait que le récit soit froid, parce que pourquoi pas, elle le dit qu'elle a choisi d'écrire comme ça, et puis ça peut être son caractère, tout le monde a un caractère différent, tout le monde n'est pas obligé d'être chaleureux ou émotif. Mais c'est qu'elle a une forme de résignation, c'est comme si elle nous disait, moi j'ai le sentiment elle nous fait passer le message dans ce livre qu'il existe deux mondes et que ça a quelque chose d'immuable. Alors que non, les frontières elles sont poreuses, on n'est pas obligé d'abandonner un monde pour rentrer dans l'autre. On peut épouser quelqu'un d'un monde bourgeois et avoir du plaisir à le ramener auprès des gens qu'on aime s'ils sont d'une autre classe sociale. Et on peut aussi choisir de ne pas le faire, évidemment. Mais il y a une part de choix. On n'est pas obligé de renier ce qu'on est et là où on a grandi pour se faire accepter ailleurs. C'est pas ce que moi je crois. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça le message du livre et c'est ça qui me donne un petit sentiment de malaise à la fin. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce livre parce que j'adore échanger sur les lectures qu'on fait. Je serai très heureuse de vous lire en commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Fin du résumé de la dernière partie du livre La place de Annie Ernaux. J'attends avec impatience vos retours sur ce livre.